Christopher Carmement, je travaille pour la société A2IA, et donc je vais vous faire un survol un peu rapide de tout ce qui a été fait dans le projet Quero pour la reconnaissance de documents numérisés. Alors, quand on pense reconnaissance de documents numérisés, la première idée qui vient à l'esprit, c'est ça, c'est un scanner avec un livre, et on reconnaît des pages de livres. Alors, c'est en effet une reconnaissance de documents numérisés, mais en fait, on va traiter des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus variables, puisqu'on va traiter tout ce genre de documents. Donc, des documents qui sont assez simples, comme des chèques, du courrier postal, des documents qui sont plus complexes parce que plus anciens, avec une grande diversité de types d'écriture, documents de début du XXe siècle, documents encore plus anciens, documents qui sont plus complexes par leur structure, c'est un formulaire avec beaucoup d'informations, documents qui sont complexes parce qu'on veut un grand degré de fiabilité sur la reconnaissance, donc là c'est pour de l'identification, de la reconnaissance de documents officiels. Des documents complexes parce qu'ils sont en scène naturelle. Donc, ce qu'on appelle scène naturelle, c'est de la photographie, de la vidéo, de la photographie très particulière pour reconnaître une plaque d'immatriculation, par exemple. Là, c'est du texte, mais en scène naturelle, puisqu'en fait, on a un document, mais qui est pris avec un téléphone portable, et on veut essayer de le reconnaître. Et autrement, donc là, c'est la complexité vient du fait qu'on est dans une scène naturelle. Et un dernier type de documents qui sont des documents qui pourraient sembler simples, qui sont des documents numériques, mais qui en fait posent des problèmes, on le verra par la suite. Donc je vais passer en revue un peu le genre d'applications et de traitements qu'on peut faire sur ces différents types de documents. Donc reconnaissance de documents numérisés, l'application la plus classique, la plus connue et qui fonctionne déjà au niveau industriel depuis de nombreuses années, c'est le traitement, par exemple, pour l'encaissement automatique de chèques bancaires. Aujourd'hui, plus de 80% des documents des chèques sont traités automatiquement sans aucune intervention humaine. Et on va même maintenant pousser de plus en plus loin, où on pourra encaisser un chèque chez soi à partir de son téléphone portable, sans même le déposer à la banque. C'est vraiment pousser la banque personnalisée jusqu'à faire soi-même sa propre banque. Routage automatique de courrier postal, là aussi, c'est utilisé chaque jour par toutes les entreprises de courrier à travers le monde. Traitement de formulaires administratifs, lorsque vous remplissez des formulaires comme vos déclarations de revenus, évidemment, ça fait un flot de formulaires qu'il faut traiter dans un temps assez réduit, et on peut aussi les traiter de manière automatique. Traitement des courriers clients, là, on commence à travailler sur des documents un petit peu plus compliqués parce que finalement le document a l'air plus simple, mais ce qu'on va vouloir faire comme traitement sur ce genre de document, c'est comprendre ce que voulait le client quand il a envoyé sa lettre. Alors là, on rejoint les problématiques d'analyse de texte, avec la problématique en plus que non seulement on veut comprendre ce qui est dit, retrouver, analyser peut-être le sentiment ou l'humeur, mais en plus on a le problème, c'est que le problème qui vient du fait que la reconnaissance n'est pas parfaite, et donc on peut parfaitement reconnaître un mot pour un autre, et donc là l'analyse est d'autant plus complexe. Et traitement des documents d'identité, là aussi on a finalement une reconnaissance du texte qui doit être contenu sur ces documents, mais avec une fiabilité qui doit être très forte. Alors heureusement, les informations sont généralement redondantes sur ce genre de documents, et donc on peut atteindre des taux d'erreur vraiment très très faibles grâce à la redondance. Donc l'objectif là du traitement de tous ces documents, et qu'on a développé aussi, dans Quero on a amélioré le traitement de ces documents-là, vous verrez ça dans le livre, le catalogue des technologies, c'est donc d'améliorer la productivité du traitement des documents numérisés. Là, on s'adresse principalement à des entreprises, des grosses organisations, des administrations. Alors, un autre but du traitement des documents numérisés, de la reconnaissance, c'est l'accès au patrimoine historique et culturel. Alors là, on est très bien placé pour en parler à la BNF. Donc on a les documents d'archives, et les archives sont très diverses. On a les archives administratives, donc là, c'est des registres, des recensements. Ce genre de documents, là c'est un recensement français qui intéresse par exemple les gens qui s'intéressent à la généalogie, mais aussi à la généalogie successorale pour rechercher les héritiers. Les archives industrielles, je n'ai pas d'exemple là parce que généralement dans les archives industrielles, c'est des documents qui sont classifiés, c'est-à-dire qui sont très, très, très sensibles pour la société qui les détient. Et quand vous êtes Total et que vous avez des campagnes de recherche, de forage qui datent de 40 ou 50 ans et que vous avez des informations dans ces campagnes, vous voulez avoir accès à ces campagnes et les documents sont dans les archives, ne sont pas numérisés ou sont numérisés, mais le contenu est difficile à atteindre.
et les archives personnelles. Donc là, c'est souvent aussi le genre de requête qu'on peut avoir, c'est j'ai le journal intime de ma grand-mère, est-ce que vous êtes capable de le transcrire pour que je puisse faire des recherches dessus? Alors, ça, c'est document d'archives, et on a aussi patrimoine culturel. Donc là, c'est tout ce qui est mis en œuvre justement par la BNF, donc qui est à l'accès à des manuscrits d'anciens, tels que celui-ci, et des manuscrits d'auteurs, où là, on a une complexité qui est que, généralement, on connaît le texte qui est dessus, quand c'est le texte d'un manuscrit d'un auteur connu. Il y a eu des transcriptions, il y a des versions électroniques, mais on a des variantes et on a énormément d'annotations qui correspondent au travail de création de l'auteur. Et donc là, c'est aussi toute une page, enfin tout un pan de l'analyse des documents qui est plutôt l'analyse de la vie et de la création d'une œuvre littéraire. Donc là, l'objectif, c'est de faciliter l'accès du plus grand nombre à la mémoire collective et au patrimoine culturel. Donc c'est plutôt un objectif de diffusion d'une information qui est déjà stockée. Voilà, un autre cas, là, des documents qui viennent un peu moins à l'esprit lorsqu'on parle de reconnaissance de documents numérisés. Là, donc, on a un exemple de photographie. Et dans ces photographies, il y a du texte, et du texte qui peut intéresser les gens, par exemple des agences de photographie qui veulent vendre des photographies. Elles peuvent soit les annoter à la main, donc avoir des gens qui vont annoter à la main tout ce qu'on peut trouver comme logo sur cette image, afin de les vendre, par exemple, aux entreprises concernées. Alors évidemment, on est intéressé de pouvoir les indexer en reconnaissant automatiquement le texte qu'il y a sur ces images. Indexation de vidéos, ça aussi c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Quand on veut indexer une vidéo de news par exemple, on a à la fois l'image qu'on peut analyser, donc faire de l'analyse d'image pour détecter qu'il y a bien une personne. On peut faire de l'analyse de reconnaissance vocale pour savoir ce que dit cette personne. On peut même reconnaître le nom de la personne tel qu'il est annoncé par le journaliste. Mais on peut aussi combiner avec ce qu'on peut reconnaître sur l'image comme texte. Et en combinant toutes ces informations, c'est comme ça qu'on arrive généralement à avoir une analyse très précise du flux audiovisuel. Et le dernier aspect, c'est ce qu'on appelle le texte caché. Le texte caché, sur le web, vous avez des pages web qui contiennent du texte, qui est bien du texte électronique, mais vous avez aussi des images qui contiennent du texte. Alors ça, c'est généralement pour faire de la mise en page, pour respecter une charte graphique. Et si on veut traduire automatiquement, par exemple, un site web, alors on peut traduire automatiquement le texte en utilisant les techniques de traduction, mais il va falloir aussi traduire automatiquement tous les boutons qui contiennent des instructions, qui contiennent des prix, qui contiennent des boutons de navigation, et ces boutons peuvent être sous forme d'image. Alors on avait du texte à l'origine, ça a été transformé en image, et il faut retrouver le texte qui était à l'origine de l'image. Ça arrive souvent dans le monde du numérique de faire plusieurs fois la même procédure dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, ça c'est texte caché sur le web. Et là, le but, c'est d'améliorer évidemment la recherche d'informations. Donc là, on était vraiment dans la thématique de Quero. Si on peut apporter en plus la reconnaissance de texte dans le chaudron global de la recherche d'informations, de toutes les technologies pour la recherche d'informations, on est dans le cadre de Quero. Un autre aspect, je crois que c'est le dernier, reconnaissance de documents numérisés, c'est la vision artificielle. Alors cette fois-ci, c'est développé par le fait qu'on a de plus en plus d'appareils, de caméras qui sont dans la nature, alors que ce soit des caméras qui sont posées pour faire de la surveillance, par exemple surveillance pour de l'entrée de parking ou de la surveillance sur les routes. Mais vous avez aussi des caméras embarquées, puisque tout le monde a une caméra sur son smartphone, ou des caméras embarquées dans les voitures. Donc, dans les images naturelles, on a du texte. Donc, les applications de contrôle d'accès au parking utilisent des technologies de reconnaissance d'écriture. Les technologies aussi de contrôle de la vitesse sur les routes utilisent la reconnaissance d'écriture, ce qui permet d'augmenter la productivité des radars et d'augmenter ainsi les rentrées d'argent pour l'État. Et vous avez d'autres applications comme l'aide à la navigation. Donc, par exemple, vous avez non seulement votre GPS, mais vous pouvez aussi utiliser une caméra pour vous situer dans l'espace et vous dire que c'est bien la bonne route qu'il faut prendre pour aller à Sully-sur-Loire. Et les applications qui viennent du fait qu'il y a des caméras embarquées sur tous les smartphones maintenant, c'est on est devant un menu en chinois et on voudrait pouvoir accéder à toutes les technologies de Quero, c'est-à-dire bien capturer l'image, reconnaître ce qui est écrit en chinois, traduire du chinois en anglais et peut-être aussi avoir de la recommandation pour savoir quel plat il faut prendre sur ce menu en chinois. Donc voilà, on est vraiment là sur la chaîne complète
de ce qu'on peut faire avec les technologies de Quero. Donc là, c'est enrichir la réalité, c'est tout ce qui va dans réalité augmentée, c'est vraiment un domaine qui explose et pour avoir plus d'informations. Donc voilà, ça c'est un peu un panorama des technologies qu'on a développées, plutôt des domaines d'application qui ont été un peu ciblés dans Quero. Tout n'a pas été développé comme une brique complète, mais si on met ensemble toutes les briques de Quero, on peut faire tout ça. Alors quels ont été les succès pour la reconnaissance d'écriture dans Quero? Alors, ce qui était intéressant dans Quero, c'est qu'on avait un ensemble de laboratoires très divers, avec des gens qui venaient d'horizons très, très variés. Vous allez le voir aujourd'hui, cet après-midi. Et donc, on a eu une fertilisation entre des domaines, par exemple, reconnaissance de la parole et reconnaissance de l'écriture. Bon, il se trouve que les deux domaines sont très, très proches, n'étaient pas très, très rapprochés en termes de projets de recherche. Et par exemple, une approche historique en reconnaissance d'écriture, c'est de se dire les mots sont composés de lettres, je vais décomposer les mots en lettres et je vais reconnaître chaque lettre. Une fois que j'aurai reconnu chaque lettre, j'aurai reconnu le mot. Alors ça nécessite par exemple de découper le D, le E, le M. Généralement, on n'essaye pas de découper chaque lettre, mais plutôt des parties de lettres. C'était une approche historique de la reconnaissance d'écriture qui a été développée pendant assez longtemps. Alors qu'en parole, on a plutôt une approche par fenêtre glissante, parce que découper un spectre comme ça qui représente la parole, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a une approche où la fenêtre glisse le long du spectre et on reconnaît en continu l'écriture. Donc un des succès de Quero, ça a été finalement de faire parler les gens qui travaillaient sur ces deux approches assez différentes pour obtenir des approches où on fait de la reconnaissance d'écriture par fenêtre glissante. Alors ça existait déjà avant Quero, mais on a vraiment poussé dans cette direction dans Quero et on a ainsi pu améliorer les systèmes de reconnaissance d'écriture. Donc là, au lieu de découper le mot ici, on va le parcourir par petites fenêtres et essayer de prédire les caractères uniquement avec cette fenêtre glissante. Alors un autre succès de Quero, ça a été d'explorer des nouveaux paradigmes. Donc Quero, c'était un projet de recherche. Donc on a aussi exploré des choses qui sont des directions qui sont plus de l'ordre de la recherche ou plus exploratoires. Et donc, si on s'intéresse à la reconnaissance d'écriture, en fait, on connaît, on sait, on a une bonne idée de comment fonctionne le cerveau, du moins dans les couches basses du cortex visuel, comment fonctionne le cerveau pour reconnaître de l'écriture. En fait, on va reconnaître des points, c'est-à-dire des gradients, enfin des endroits où on a des pixels noirs entourés de blanc. Ces points vont être analysés en traits. Ces traits vont être analysés en coins, par exemple, pour reconnaître des bouts de lettres. Et finalement, tous ces coins vont être mis ensemble pour reconnaître des lettres entières. Donc cette idée que finalement on a un traitement par étage de la reconnaissance d'écriture et que chaque étage est spécialisé dans une extraction, une compréhension de plus en plus complexe de l'image, a été transposée dans ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds ou récurrents et qu'on a exploré lors de Quero. Et en fait, on a donc essayé de s'inspirer de ce genre de processus pour modéliser avec des réseaux de neurones la reconnaissance d'écriture. On est arrivé à des nouvelles approches qui sont des couplages de modèles neuronaux profonds et de modèles statistiques. Et c'est ces modèles-là qui ont gagné les évaluations qui sont conduites lors de Quero. Donc, par exemple, ce qu'on a eu comme évaluation et comme succès de Quero, c'est qu'en fait, la France a une position assez dominante dans la reconnaissance d'écriture. La plupart des entreprises sont européennes et même françaises, et la plupart des laboratoires de recherche aussi. Et donc là, on a consolidé la compétitivité technologique de la France dans le domaine de la reconnaissance de documents numérisés par les évaluations Quero. Alors, il n'y a pas que des partenaires français, il y a aussi des partenaires allemands. Donc là, j'ai mis uniquement les résultats de tous les partenaires Quero. Une des compétitions, c'était sur la reconnaissance internationale, la reconnaissance d'écriture en arabe manuscrit. Donc c'est ce genre de document qu'on va reconnaître. Alors que ce soit du mot isolé, comme ici, ou du texte complet. Il y avait déjà des compétitions avant Quero. Et en fait, avec l'arrivée de Quero, on voit que les dernières compétitions ici sur du mot isolé, les dernières compétitions ici sur du texte, ça c'est les partenaires Quero. En fait, les partenaires Quero se sont placés au meilleur rang, puisqu'on est à chaque fois si on est 2 de Quero à participer, on est aux 2 premières places. Donc voilà, ça aussi c'est un succès de Quero, finalement, de développer la technologie du côté des applications, du côté des nouveaux modèles, et de le valider par ces évaluations internationales. Voilà, j'en ai terminé.
Bonjour, donc je suis Jean-Luc Jankowski de la société Jouve. Donc Jouve est une société industrielle dont une des activités est la conversion, la numérisation massive de documents. Et donc dans ce cadre, on a été amené à développer des solutions de structuration automatique de documents. Alors, dans différents domaines, mais une caractéristique commune à tous ces domaines, c'est la grande variabilité des documents, que ce soit donc des ouvrages, des journaux, des revues, des formulaires, du courrier libre. Tous ces documents présentent une grande diversité. Et à l'intérieur même d'un document, on va trouver différents types de pages. Une page de table des matières, une tête de chapitre, du corps du texte avec ou sans notes de bas de page. Et un certain nombre de documents présentent aussi des annotations manuscrites, comme ça a été présenté précédemment. Donc voilà, le challenge, il est là. Donc le but, c'était le défi que l'on s'est fixé, c'était de trouver une solution qui soit générique et adaptable, qui permette donc la reconnaissance des fonctions sémantiques des blocs de texte, repérer un titre, l'objet d'un document, une date ou des champs comme ça, déterminer également l'ordre de lecture, qui n'est pas forcément évident quand on prend des documents de presse ou de revues scientifiques, et également repérer les groupes logiques. Le nom de la personne et le signataire, la signature, le titre, la légende d'une illustration ou d'un tableau. Donc voilà un petit peu les difficultés. Il y a quelques illustrations de ce genre de choses. Donc la structuration automatique, qu'est-ce que c'est? En fait, ça consiste essentiellement à repérer des blocs de texte, à essayer de les caractériser pour pouvoir les classifier et par là même dire, voilà, j'ai reconnu le titre, le paragraphe, etc. Alors, ces technologies, il y a eu des tentatives de technologie qui ont été mises en œuvre avant Quero, qui étaient basées sur l'utilisation de règles. Le problème, c'est que la combinatique de ces règles et la nécessité de redévelopper à chaque typologie de documents, ça a montré assez vite ses limites. Donc, on a essayé de trouver une solution beaucoup plus générique. Donc, comment on s'y est pris? On a intégré des systèmes pour faire cette classification. On a intégré donc des solutions d'apprentissage automatique par les machines. Donc, en utilisant des versions, enfin des solutions les plus récentes, telles que SVM ou Random Forest. Alors ensuite, intégrer ces technologies qui existent, le problème, c'est de les adapter à notre problématique. Alors, il y a deux difficultés. La première, c'est de caractériser les labels, enfin les fonctions que l'on veut trouver, sachant que quelquefois, le même bloc de texte peut avoir plusieurs fonctions. C'est à la fois le titre du document et l'objet du document. Voilà. Donc, typiquement, à partir d'une dizaine de fonctions, on peut aboutir à 60 labels. Le deuxième point qui est important de faire, c'est de repérer les caractéristiques de ces blocs de texte. En général, on table sur une vingtaine de caractéristiques comme la position, la taille, l'occurrence, le texte introducteur, etc. Une fois qu'on a mis en place tout ça, on fait un apprentissage sur un ensemble de documents significatifs et avec suffisamment de volume pour pouvoir atteindre des performances. Donc typiquement, lors de la dernière évaluation, on a fait un entraînement sur 2000 documents et on a fait une évaluation sur 1 millier de documents, donc avec des taux de réussite en automatique qui dépassent les 90%. Alors tout ça, c'est appliqué dans les conversions e-book, dans évidemment l'héritage culturel, comme l'indiquait Christopher, et également dans les brevets, tout ça à travers des services que Jouve propose, donc aux éditeurs, aux offices de brevets et puis aux bibliothèques, comme la maison qui nous accueille aujourd'hui. Je vous remercie. Donc voilà ce qui est livré dans Quero, c'est donc des modules technologiques. Un des modules qui a été fourni par A2IA, enfin, qui existait avant Quero, mais qui a été amélioré et qui est disponible à travers Quero
chez A2IA, c'est donc le produit Document Reader, A2IA Document Reader. Donc c'est un logiciel qui permet de faire de la reconnaissance de documents imprimés, manuscrits et multilingues. Donc c'est un produit que vous pouvez acheter de manière standard auprès d'A2IA pour faire de la transcription, l'extraction d'informations et de la classification de documents par le contenu. Et c'est aussi un ensemble de services, puisqu'en fait, lorsque les problématiques sont très diverses et vraiment spécifiques, on peut faire de l'adaptation de ce produit et donc l'adapter à des langues non latines, par exemple à l'arabe ou à l'hébreu, à travailler sur des écritures anciennes. Alors anciennes, ça peut être juste du début du XXe siècle, c'est déjà un peu différent de ce qu'on trouve maintenant, mais ça peut être plus ancien, ou de l'adaptation au traitement spécifique du document qui est fait par le client, ce qu'on appelle le workflow, de la classification avec des classes sémantiques très particulières. Donc là, les détails, vous les retrouvez dans le gros livre des technologies Quero. Donc les utilisateurs et clients, donc c'est un logiciel qui est déjà commercialisé depuis presque une dizaine d'années maintenant. Les intégrateurs de logiciels et gestion de documents, les gens qui font du business process outsourcing, BPO, donc qui traitent des documents pour d'autres sociétés. Les secteurs d'application assez divers, banque et assurance, administration, santé, télécom et services, services d'archives. Et donc caractéristiques techniques, ça c'est vraiment particulier pour A2IA. Et le contact a disparu. C'était Venceslas Cartier, vous allez sur le site de a2ia.com. Voilà. Bonjour, Pierre Zeugenbaum du LIMSI. Une question sur la reconnaissance de documents. 90-91%, comment est-ce qu'on c'est mesuré sur quoi et est-ce que c'est bien? Alors, ce résultat de plus de 90% a été obtenu au cours d'une évaluation dans le cadre d'une évaluation appelée Mordor, qui regroupe l'ensemble des meilleurs compétiteurs en la matière. Donc là, on a vraiment eu un cadre formel avec des documents extrêmement divers. Du tout venant, il y avait de la lettre manuscrite, du formulaire, de l'extrait d'ouvrage, de l'affiche, enfin, j'en passe. Et il y a donc eu effectivement une compétition dans laquelle un certain nombre de documents, d'exemples ont été fournis aux équipes pour qu'ils puissent mettre au point leur technologie. Ensuite, il y a eu un corpus d'apprentissage et une évaluation qui a été normée, donc avec différents critères, avec une notation relativement sévère dans laquelle, lorsqu'on trouve bien, on marque des points, mais lorsqu'on trouve mal, on perd des points. Enfin, il y a une note négative qui intervient, donc 90%, c'est plutôt très bien. Alors, il faut également savoir que nous, on se positionne en tant qu'industriel, à savoir que le but, c'est la satisfaction totale du client. Donc, les systèmes que l'on met là, on les intègre après dans des lignes industrielles, d'abord dans des prototypes de pré-industrialisation, de ce qu'on appelle le développement expérimental. Et le but est d'assortir les décisions prises par le système d'un taux de doute qui permettent ensuite de faire une correction manuelle ciblée au bon endroit, de façon à atteindre la qualité demandée sans qu'il y ait ce qu'on appelle le terrible silence, où le système croit fermement avoir une bonne réponse et où il y a une erreur manifeste. Donc là, des taux de 90%, ça veut dire que si on veut faire un travail en masse, eh bien, il y a 90% du travail qui est fait. Donc ça, c'est important. Autre question ? Oui. Oui, pour la reconnaissance d'écriture, est-ce qu'on est capable de le faire en temps réel pour l'utiliser comme une user interface pour des tablettes avec stylet ou autre? Enfin, est-ce que c'est envisageable aujourd'hui? Alors sur la reconnaissance du manuscrit, Christopher, tu répondras puisque c'est plus ton domaine que le mien, même si on y travaille également. Sur la reconnaissance du texte imprimé ou dactylographié, tout dépend du degré d'exigence que vous voulez. Faire une reconnaissance très rapide, ça, effectivement, on peut faire ça en quelques secondes, c'est pas un souci. Le problème, c'est lorsqu'on veut traquer l'erreur pour pouvoir atteindre un niveau de qualité donné. On se fixe une limite qualitative, on se dit, bon, je veux, si je suis sur un document juridique, le taux d'erreur, c'est moins d'une erreur pour 30 000 caractères. Et la virgule compte, puisque ça peut changer le sens d'une phrase. Donc là, on n'est clairement pas sur du temps réel.
Par contre, si vous voulez vous donner un coup de main pour reprendre un texte et puis ensuite le corriger sans être forcément dirigé dans votre correction, là, ça se fait quasiment en temps réel. Sur le manuscrit, je te laisse. Alors, sur le manuscrit, c'est toujours un peu plus long que sur l'imprimé. Par contre, sur l'utilisation de tablettes, il y a deux choses différentes. Il y a l'utilisation de tablettes pour faire de la reconnaissance d'écriture online, ce qu'on appelle online, c'est-à-dire qu'on écrit sur la tablette avec un stylo. Et là, c'est pas du tout ce dont on traite là. Ça peut être des systèmes qui sont assez proches, mais là, on est presque au temps réel. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait là dans reconnaissance d'écriture sur de l'image.